Prochaine intervenante, et je reconnais M. le député de Bourgette. M. le député de Bourgette, à vous la parole, en sachant que vous avez un temps de votre banque. Vous pouvez parler tant que je vous indique pas que vous n'avez plus de temps dans la banque qui est impartie, soit au gouvernement, soit à l'opposition de cette. Allez. Merci, M. le Président. Autour du projet de loi 59, loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et rapportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, nous avons reçu en commission parlementaire une trentaine de groupes et de personnes. Et du côté de l'opposition, nous avons fait notre travail. Nous les avons entendus, mais surtout écoutés. Et c'est consensuel. L'écoute est la qualité première d'une ou d'un élu. Et c'est l'écoute qui est censée définir notre attitude dans le cadre de nos travaux parlementaires. Et si nous nous référons aux exégètes, la différence entre entendre et écouter est la même que celle entre voir et regarder. En effet, dans entendre et voir, on évoque la perception auditive ou visuelle, c'est-à-dire la capacité physique à capter un signal. Or, on écoute ou regarde. Quand on écoute ou regarde, on y ajoute la capacité cognitive à discerner le contenu du signal entendu, c'est-à-dire interpréter l'information perçue au niveau cérébral. Et pour écouter ou regarder, notre cerveau devra fournir un effort supplémentaire pour décoder l'information reçue et ainsi l'interpréter. Écouter demande donc une attitude active, alors qu'entendre est plutôt un phénomène passif, voire subi. Cela dit, avec la détermination affichée du gouvernement libéral d'aller de l'avant avec son incompréhensible projet de loi quant à son volet 1, notamment contre des discours haineux, avec cette volonté ici exprimée de pousser pour l'adoption du principe du projet de loi 59, déposé, je le rappelle, dans la foulée d'événements très médiatisés, pensons aux propos de certains religieux radicaux, malgré les critiques acerbes du monde juridique, mais aussi d'anciens députés libéraux qui ont siégé avec nous ici, dans cette enceinte, force est de constater qu'au volet 1 de ce projet de loi, rien n'a changé, ce qui nous permet de penser que la ministre de la Justice n'a manifestement pas écouté. Bon nombre de groupes sont venus, bon nombre de personnes se sont déplacées pour venir lui dire respectueusement de refaire ses devoirs lors des auditions publiques tenues au cours des mois d'août et septembre dernier. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas écouté l'ancienne bâtonnière du barreau de Montréal, maître Julie Latour, lorsque celle-ci lui reprochait, et je la cite, d'avoir recours à un canon législatif pour tuer une mouche hypothétique. Fin de la citation. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas écouté l'avocat Julius Gray, également un des juristes pour la défense de l'égalité et des libertés fondamentales, qui convenait que cette loi était inutile et néfaste pour la liberté d'expression et qui a dit en commission parlementaire, je le cite, « Si cette loi avait été adoptée en 1955, elle aurait été utilisée contre les témoins de Jéhovah, contre les communistes
et les homosexuels. Ardent défenseur des libertés individuelles, Maître Gray avait également souligné qu'il n'hésiterait pas à défendre un citoyen qui pourrait se sentir lésé par cette loi si celle-ci était adoptée. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas écouté Mme Fatima Ouda Pépin, qui a siégé dans cette Chambre pendant 20 ans, de 1994 à 2014. Elle qui fut également vice-présidente de notre Assemblée et la première femme musulmane à être élue dans ce Parlement le 12 septembre 1994. Elle nous confia, le 14 septembre dernier, en marge de son témoignage en commission parlementaire, et je la cite, « Avec son projet de loi 59, le gouvernement libéral protège les islamistes radicaux au lieu de protéger la société contre eux. » Je parle du gouvernement libéral, mais elle nommait le Premier ministre. Pour Mme Ouda Pépin, on en convient tous, une voix éclairée et éclairante en matière de questions religieuses, le projet de loi 59 ne règle aucun problème et au contraire, elle disait craindre les dérives auxquelles s'expose la société québécoise en limitant la liberté d'expression avec ce projet de loi. Je me permets de rappeler à votre mémoire, Monsieur le Président, un extrait de son témoignage en commission parlementaire le 14 septembre 2015. Si le projet de loi 59 venait à être adopté tel quel, tel que libellé, on bâillonnerait la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit à la dissidence et à la critique, y compris le droit de critiquer les religions, qui ne sauraient être assimilées à un crime raciste. Je dois vous dire, Monsieur le Président, c'est elle qui parle, que je suis une personne qui a un immense respect pour les religions. Je suis très à l'aise dans toutes les maisons de Dieu. Je n'ai pas de problème avec Dieu. J'ai juste un problème avec ceux qui se prennent pour Dieu. Ça fait une différence. Se disant estomaquée, Monsieur le Président, et jugeant ce projet de loi dangereux, elle a dénoncé dans une lettre ouverte le fait que le Québec soit devenu le paradis de l'islamisme radical et que les leaders islamistes radicaux y trouvaient des protections juridiques supplémentaires avec l'adoption d'une telle loi. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas écouté une autre sévère critique qui venait de M. Claude Trudel, qui fut député libéral de Bourget de 1985 à 1989 et un proche collaborateur de M. Paul Gérin-Lajoie et feu Robert Bourassa. Dans un article paru le 22 septembre dernier, celui-ci invitait le gouvernement à retirer immédiatement le projet de loi 59, un projet qui, selon lui, n'aurait jamais dû voir le jour et qui est proprement irréformable. Je n'ai que faire, disait-il, d'un projet liberticide qui constitue une forme inacceptable de censure et offre aux radicaux de tout acabit la possibilité de faire taire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur vue et osent le faire savoir. Je ne peux imaginer mon Québec d'aujourd'hui aux prises avec une police des idées. Je n'ai pas servi pendant 50 ans pour le voir reculer de 70 ans. L'ancien député du Parti libéral du Québec concluait en invitant le Premier ministre
et la ministre de la Justice à avoir le courage de reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'ils devaient retirer cette mauvaise solution à un problème délicat. Monsieur le Président, il s'agit en effet d'un problème délicat, un problème qui exige une rigueur de tous les instants. C'est pour cela que, par la voix de ma collègue de Taschereau, nous avons proposé la mise en place d'un observateur sur l'intégrisme religieux qui aiderait justement à mieux documenter, à comprendre en profondeur, à mieux prévenir ce phénomène, notamment la radicalisation de nos jeunes. Nous l'avons dit et répété, il faut que le gouvernement agisse, qu'il agisse en prévention. Et les intervenants de tous les horizons doivent être outillés pour y faire face. Ma collègue de Taschereau et plusieurs autres observateurs l'ont répété ad nauseam. Il n'est pas question, avec un tel projet de loi, d'instaurer un tribunal des idées. Le professeur de droit, Pierre Trudel, a même parlé d'inquisition 2.0, Monsieur le Président. Il en a parlé pour décrire ce projet de loi qui a, pour sa part, une intention louable, mais qui institue une inquisition nouveau genre, faisant fi des exigences de la liberté d'expression. Pour cet expert, le projet de loi 59 est une grave menace à la liberté d'expression. En clair, dit-il, la loi propose d'instituer un mécanisme afin de dénoncer et de faire investiguer sur les propos que tiennent les gens et même des propos qu'on leur prête l'intention de tenir. On est dans le plus déplorable procès d'intention. Le problème, conclut-il, avec des dispositions destinées à lutter contre la haine, c'est l'absence de souci de distinguer entre le propos désagréable, comme l'évoquait mon collègue tantôt, voire méprisant, et le discours qui vise effectivement à provoquer la haine, celui qui est effectivement dangereux. Et c'est l'un des irritants, Monsieur le Président, de ce projet de loi qui, justement, ne définit pas clairement ce qu'est un discours haineux. Monsieur le Président, parmi les groupes qui sont venus exprimer leur avis sur ce projet de loi, et nous les en remercions tous au passage, s'il y en a qui nous écoutent à cette heure-ci, plusieurs ont émis de grandes réserves. Je pense aux juristes pour la défense de l'égalité et des libertés fondamentales, tels que souligné plus tôt, à la chaire de recherche contre l'homophobie, Gris Québec et le Conseil québécois LGBT, à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, à l'Association canadienne des libertés civiles, à l'Association des Nord-Africains pour la laïcité et au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Monsieur le Président, à l'évidence, la ministre de la Justice n'a pas écouté le Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui, le 20 août dernier, a souligné par la voix de M. Luciano Del Negro, le vice-président de cet organisme, que, bien que ce soit à l'honneur du gouvernement de tenter de protéger les membres les plus vulnérables de la société contre les messages de haine, il est nécessaire de veiller à ce que la législation trouve un juste équilibre entre la liberté d'expression et la protection contre la haine.
Faisant partie d'un groupe qui, historiquement et aujourd'hui encore, est la cible fréquente de crimes motivés par la haine, a mentionné M. Del Negro, nous sommes sensibles à la question et nous nous opposons catégoriquement aux discours haineux sous toutes leurs formes. Une législation de ce genre comporte cependant le risque inhérent d'être détournée pour réduire au silence toute critique et étouffer le droit légitime d'expression. Dans notre société démocratique, poursuit-il, la liberté d'expression est un droit fondamental, inaliénable pour tous les citoyens. Le projet de loi 59, dit-il, tel que présenté, aurait un impact aussi négatif qu'involontaire sur la liberté d'expression, voire un effet de censure. En effet, étant donné l'absence d'équité procédurale et de lourdes conséquences punitives pour les personnes jugées coupables par le tribunal des droits de la personne, il est à craindre qu'un climat d'autocensure s'instaure au Québec. De plus, l'absence de règles et de directives claires offertes par la loi au tribunal révèle une lacune évidente en matière de justice procédurale. Il poursuit, « Il nous paraît périlleux de se servir du droit civil pour accomplir ce qui est traité de façon adéquate par le droit criminel. Le projet de loi n'établit pas un juste équilibre entre la garantie de la liberté d'expression et la protection contre la haine et ne met pas en place les garanties procédurales nécessaires pour assurer le respect des droits et libertés des citoyens. Dans sa forme actuelle, le projet de loi risque de créer un climat d'autocensure indésirable et incompatible avec les droits et libertés fondamentaux. Nous estimons donc que le projet de loi 59 doit être revu de fond en comble et amendé en profondeur et faire ensuite l'objet de nouvelles consultations et auditions publiques présidées par cette même commission. Fin de la citation. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas écouté l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, qui, le 22 août dernier, ont soutenu que, face aux discours haineux et aux discours incitant à la violence, une action ferme est certes nécessaire, notamment en raison de la montée fulgurante du groupe terroriste qualifié par les médias et les politiques occidentaux d'État islamique, en raison de la divulgation très facile du discours islamiste radical et du discours haineux sur le cyberespace, mais également par des prédicateurs islamistes qui prônent le djihad armé, ici même, dans nos écoles, dans des mosquées, dans des centres communautaires du Québec et dans des espaces apprenants mobiles. Malgré cela, a souligné la porte-parole, M. Ferid Chiki, nous nous inquiétons pour la liberté d'expression au Québec. Notre crainte, dit-il, provient du flou qui règne autour de la notion de ce qu'est un discours haineux. En ce moment précis de la vie politique, poursuit-il, vie politique, culturelle et sociale du Québec, une autre question nécessite une réponse claire et sans ambiguïté. Dans un tel contexte, quelles solutions les élus et les gouvernants du Québec pourraient-ils mettre en œuvre pour amener toute la société d'accueil à éviter les amalgames entre la majorité des musulmans comme partie citoyenne bien intégrée à la société québécoise et refuser que la minorité des islamistes la représente
et impose ses visions, ses concepts et ses pratiques idéologiques. Point d'interrogation. Nous doutons, concluait-il, que ce soit le bon cheminement pour faciliter aux Québécois de diverses origines, et notamment ceux de culture et de culte musulmans, une intégration et ou une inclusion diligente et bénéfique, aussi bien pour eux que pour la société d'accueil. Fin de la citation. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'a pas non plus écouté les inquiétudes de la communauté LGBT qui disait qu'avec l'adoption de ce projet de loi 59, on pourrait être amené dans un piège d'effets pernicieux dans la lutte contre l'homophobie. La titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie de l'Université du Québec à Montréal, Mme Lynn Chamberlain, en commission parlementaire, a d'ailleurs soutenu que le caractère répressif du projet de loi nuirait à la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. À l'instar du Conseil québécois LGBT et de l'organisme Gris Québec, Mme Chamberlain appelait la ministre de la Justice à miser plus sur l'éducation et le dialogue que sur la répression. Monsieur le Président, à l'évidence, la ministre de la Justice n'a pas non plus écouté la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, qui, représentant un groupe minoritaire, est sérieusement concerné par les dérives possibles d'un tel projet de loi. En commission parlementaire, M. Michael Farkas, le président de la table, se disait sérieusement concerné, et je le cite, « Nous avons écouté souvent la haine provenant des paroles ou des adjectifs négatifs et abaissants qui étaient attirés envers les Noirs. Alors, sans compter les pertes de vie encourues dues à la stigmatisation qui était collée carrément à notre peau, si je puis ainsi dire, nous rangeant à un rang inférieur que les autres êtres humains. Alors, dans ce contexte-là, nous sommes privilégiés, malgré nous, d'avoir développé une expertise sur le comment réagir en contrôlant nos pulsions à l'égard des mots ou des gestes violents qui ont marqué des milliers de Noirs au cours de leur vie. Je sais de quoi il parle, Monsieur le Président, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Monsieur Farkas avait par ailleurs mentionné avec justesse qu'il est important que le projet de loi reflète la réalité, qu'il soit transparent, correct et inclusif. Aussi, pour la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, les valeurs fondamentales sur lesquelles le Québec est bâti restent des incontournables pour l'avancement de leur connaissance en territoire québécois. Égalité, liberté, inclusion sont des atouts qu'il faut mettre de l'avant dans tous les secteurs et tous les paliers institutionnels, communautaires et privés doivent faire avancer cette cause pour le bien commun des prochaines générations, de conclure M. Farkas. Monsieur le Président, la question qui me turlupine depuis que nous nous sommes retrouvés ici pour une adoption anticipée, je dirais, je reviendrai là-dessus, c'est pourquoi la ministre n'a-t-elle pas écouté tous ces groupes et ces personnes que je viens de citer, ou, pour le dire comme on le fait communément, qu'est-ce que la ministre n'a pas compris dans le message des juristes, des groupes, des organismes que j'ai cités.
Qu'est-ce qu'elle a fait des nombreux commentaires des gens entendus pendant la commission parlementaire? Cela nous apparaît comme, en tout respect, une carence de respect envers toutes ces personnes, groupes et associations qui, en grande partie, ont jugé que ce projet de loi introduit des mesures très attentatoires aux droits et libertés. À l'évidence, Monsieur le Président, la ministre de la Justice n'est pas dans une disposition consensuelle et elle rate complètement la cible. Nous avons eu un espoir en lisant l'article de Mme Jocelyne Richer dans la presse du 23 septembre dernier qui nous informait que le gouvernement allait refaire ses devoirs et présenter une nouvelle mouture de son projet de loi 59. Un espoir qui avait d'ailleurs pris sa source à la fin du mois d'août, au mois d'août dernier, alors que le Premier ministre lui-même, au terme d'une réunion de son caucus, disait que le projet de loi sera revu et amendé et qu'il n'était pas dans l'intention de son gouvernement de brimer la liberté d'expression. Espoir également généré par la ministre de la Culture et des Communications, qui, dans la dernière édition du magazine Le 30, un magazine publié par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, à la question de savoir si le projet de loi 59 était une menace contre la liberté d'expression, ce qui inquiète plusieurs journalistes, la ministre répondait ceci, et je la cite, « C'est un projet de loi qui a été demandé, attendu, avec toutes les ramifications qui peuvent être dangereuses dans un sens comme dans l'autre. On a les forces en présence, que sont la liberté d'expression versus l'encadrement qui est prôné à cause d'événements qui ont pu se produire et qui sont inquiétants. La liberté d'expression, poursuit-elle, c'est quelque chose de très important. J'étais à Paris quand Charlie Hebdo est arrivé, j'ai vécu ça avec énormément d'émotion, comme tout le monde. On a tous été Charlie et on se dit que ça n'a pas de bon sens. Je pense que le gouvernement est tout à fait dans cette mouvance-là. Les gens sont venus s'exprimer sur le projet de loi et, heureusement, on a la démocratie et les commissions parlementaires. Les gens doivent venir dire ce qu'ils pensent et après, les commentaires doivent être pris en compte. C'est important, ça, Monsieur le Président. On n'est pas dans ce cas de figure actuellement. La liberté d'expression, poursuit-elle, doit être protégée, mais tout en se préservant comme société du pôle extrêmement radical supposé des propos haineux. Fin de la citation. Est-ce que les commentaires des gens dont parle la ministre ont été pris en compte? Non, Monsieur le Président. Il semble que nous ayons encore aujourd'hui le projet de loi 59 tel qu'il fut déposé le 10 juin 2015. Nous nous serions attendus, compte tenu des critiques parfois virulentes, notamment d'éminents juristes, qu'à défaut d'abandonner le projet de loi, des amendements soient apportés et soumis à la connaissance des parlementaires avant d'entamer cette étape de l'adoption du principe. Aussi, Monsieur le Président, et cela est fondamental, comme plusieurs l'ont d'ailleurs souligné avec justesse et sagesse, c'est par l'éducation que nous pouvons changer les mentalités, non par des lois qui transforment des organismes comme la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en police d'opinion au Québec. Non. Et comme je l'ai dit en cette Chambre le 1er octobre dernier, nous nous devons de travailler en profondeur pour nous attaquer aux véritables causes de ce qui pourrait amener une frange de la population sur les chemins du racisme et de la xénophobie. Monsieur le Président, ça passe par l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, ça passe par l'éducation de masse. Il faudrait, en toute objectivité et rigueur, interroger les médias, les archétypes qui y sont véhiculés, les modèles de référence, les modèles d'identification,
parce que ce sont là des éléments fondamentaux qui viennent construire la personnalité psychique collective et qui conditionnent le comportement de vous, de moi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'altérité. Vote-t-on des lois pour favoriser le rapprochement des citoyens, le vivre ensemble, ou pour renforcer les uns les autres dans les murs de leurs préjugés? Monsieur le Président, je terminerai en rappelant ce que l'un de mes modèles d'identification avait dit. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui le disait. Et nous connaissons tous son parcours. Nous savons ce à travers quoi il est passé et ce à travers quoi son pays a failli passer, n'eût été de son attitude noble, incarnée, son attitude empreinte de sagesse. Alors je me fie à son propos nous indiquant le chemin, celui de l'éducation. Et j'espère que cette pensée inspirera l'ensemble de mes collègues du gouvernement. Monsieur le Président, l'occasion est belle pour amener la ministre de la Justice, la ramener plutôt à la table de dessein. Nous serons là pour la soutenir parce que c'est sans aucune partisanerie que nous proposons aujourd'hui le report de l'adoption du principe. Nous nous devons collectivement, pour aujourd'hui et demain, de travailler avec rigueur et dans la bonne entente. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie M. Delbourgette.